Donc je vous ai fait venir donc Xavier Boussiron, Aram et Gauthier Tassar. Donc Gauthier Tassar, comme chaque année, il organise le concert de l'orchestre Inharmonique. Et donc, comme chaque année, il invite quelqu'un pour diriger l'orchestre, pour faire un workshop avec l'orchestre. Donc cette année, c'est Xavier Boussiron. Oui, voilà. C'est toi. Tu les as pas écrits? C'est filmé ou pas? C'est filmé, je fais toujours la japonaise. Donc voilà. C'était une très bonne intro. Merci. C'est filmé, je fais toujours la japonaise. Vous avez des questions, Camille? Non, moi j'ai des questions sur l'affiche pour demain, mais ça n'a rien à voir avec... Oui, ça n'a rien à voir. Ça va pas intéresser les lecteurs. Les lecteurs. Et vous avez une question, Brice? Bah ouais, je trouve ça étrange de diriger un orchestre inharmonique parce que... Enfin, comme ça, en disant ça, ok, quelqu'un qui dirige un orchestre inharmonique, c'est quand même étrange, est-ce qu'on dirige pareil un orchestre normal, un orchestre inharmonique, et comment on le fait, sachant que... Déjà, c'est quoi un orchestre inharmonique, du coup? Pardon? Je veux dire que déjà, c'est quoi un orchestre inharmonique, en fait, du coup, la question. Ouais, ça, c'est pour... Et ben voilà. C'est pour moi? Bah, pour eux. On profite de leur... plutôt pour le... L'orchestre inharmonique, en fait, c'est un terme qui m'est venu comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Je me souviens que je m'étais baladé une fois aux journées portes ouvertes d'une école parisienne, et que je ne citerai pas, et il y avait la fanfare de l'école qui jouait des trucs assez festifs. Et j'avais l'impression que ces mecs, on les avait sortis d'une time capsule des années 50. Et je me dis, c'est juste pas possible de pouvoir... C'était joyeux, c'était agréable, mais en même temps, je me disais, c'est pas possible de voir ça encore. En plus, dans une école qui était orientée art, en fait, c'était les arts déco. Et Mais la fanfare des arts déco est très réputée pourtant. Ouais, mais je me disais, il y a quand même un truc, quoi. Donc j'avais vraiment l'impression que les mecs, on les avait sortis d'une time capsule, vraiment. Et je me suis dit, il faudrait quand même faire des trucs plus créatifs, encore plus joyeux et plus marrants que ce que je suis en train d'écouter là. Et il se trouve qu'il y a quelques années, il y a eu une exposition sur le son à la Villa Arson, à laquelle on m'a demandé de participer. Et je m'étais dit, à l'occasion de l'ouverture de cette expo, il y a une série de concerts qui a été demandée par Éric Mangillon. Et du coup, j'ai dit, tiens, ce serait pas mal, ce serait peut-être le moment d'activer cette idée qui serait un orchestre à géométrie variable, composé uniquement d'étudiants, qui sauraient jouer ou pas de la musique, qui auraient ou pas des instruments, c'est-à-dire qui pourraient aussi les inventer les instruments. Et le terme inharmonique est venu très vite, parce que je me suis dit, ça pourrait être n'importe quoi, mais il pourrait se produire, rien qu'avec l'énergie de la chose, on pourrait produire des moments intéressants. Donc le tout premier concert, en fait il y a eu 2 concerts pour cette soirée. Il y a eu un concert d'une pièce de Jean Dupuis, qui était un concert, c'était un lâcher de clous, qui a eu lieu dans le grand hall de la Villa Arson. C'est-à-dire que tous les membres de l'orchestre, alors à l'époque il devait y avoir une petite trentaine de membres, ont tendu le bras comme ça avec un énorme clou de chemin de fer, tu sais, pour visser les batasses des rails. Et à un moment donné, au signal de Jean Dupuis, ils l'ont tous lâché devant tout le monde. Donc il y avait tout le gratin niçois, blabla, les vernissages, blabla. Et donc ça fait un bruit avec la résonance du hall, c'était pas mal. Et après, donc les étudiants ont fait un concert d'1 heure. C'était assez rigolo parce qu'il y avait plein de vieilles niçoises. Alors ils avaient engagé un service d'ordre. Et il y avait un black, c'est ce que je te racontais hier, il y avait un black, il y avait un blazer, tu sais, avec un écusson là, comme ça. Il avait hyper baraque et tout. Franchement, tu le vois, t'as pas envie de lui parler. Toutes les vieilles, elles sortaient de la salle et elles l'engueulaient comme du poisson pourri parce qu'elles pensaient, elles avaient lu le programme dans un truc sortir à Nice, je sais pas quoi.
Et elles avaient compris que c'était l'orchestre symphonique de Nice. Et elles pensaient que c'était un nouvel orchestre de musique classique et tout. Oh là là. Voilà. Other questions? Et ensuite est venue l'idée d'avoir un invité chaque année, parce que donc ce premier grand concert, finalement, c'est moi qui l'ai dirigé. Et je me suis dit, pourquoi pas inviter quelqu'un. Il se trouve que Arnaud Maguet avait un plan avec Liranaldo, ex-Sonic Youth, et ça a commencé comme ça. On a invité Liranaldo, l'année dernière Jean-Marc Montera, et cette année Xavier Boussiron, avec la complicité de son assistant, Amar Abbas. Ah oui, Aram, notez bien, attention. Aram. Pardon. Camille, vous avez... Ouais, non, mais du coup, dans cet orchestre, il y a des gens qui savent jouer de la musique et d'autres qui savent... Il y a plus de gens qui savent pas jouer de la musique que de gens qui savent jouer de la musique. Du coup, comment on combine les deux, quoi? Déjà, je pense que c'est intéressant de savoir ce que fait Xavier Boussiron, quoi. Non, mais pour comprendre, c'est-à-dire que Xavier Boussiron, il est là pour nous diriger, mais en même temps, j'ai pu comprendre que Xavier Boussiron, en fait, Xavier, c'est quelqu'un qui a une pratique de la musique, il est pas, je pense que tu pourrais mieux expliquer que moi, mais c'est pas quelqu'un qui lit la musique, quoi. C'est pas un compositeur, genre, c'est pas quelqu'un du conservatoire, il a une pratique plus libre. C'est une pratique qui vient des beaux-arts, hein. C'est une pratique artistique. Ce qui fait que du coup le rapport à la musique est complètement différent, parce que c'est pas un rapport à la musique, c'est un rapport à l'art, simplement. Donc après, que ce soit la musique qui soit, je dirais utilisée, même pas jouée, mais utilisée pour parler d'art, ça semble pas très commun, mais moi j'ai étudié aux Beaux-Arts quand j'étais jeune, donc et j'ai passé mon diplôme avec des questions qui étaient celles-là. Donc les questions sont un peu plus théoriques, qui touchent à la fois au discours dans l'art, à l'émotion, à la putasserie que peut être la musique par rapport à certains autres médiums. Et donc c'est vrai que j'ai fait ça sans aucune stratégie, aucune, quoi. C'est-à-dire c'était même pas rallié à il me semblait qu'il y avait des équivalences possibles entre ce que pouvaient être certains peintres, certains écrivains, certains musiciens ou même certains sportifs de n'importe quelle préoccupation et que ça pouvait finir par parler d'art. Après, savoir si ça faisait vraiment de l'art, c'est une autre question, quoi. Mais ça touchait à un truc qui n'avait pas vraiment de nom et j'ai une pratique de la musique, c'est vrai, qui est celle-là, mais qui est très sérieuse par contre. Je joue des instruments, je m'entraîne à les jouer le mieux possible, c'est la seule manière de fabriquer de la musique. Donc c'est vrai, quand on se retrouve avec un orchestre comme ça, dans le contexte des Beaux-Arts, et comme le disait Gauthier tout à l'heure, c'est vrai que la tradition de la fanfare des Beaux-Arts est un truc très 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 ancien et qui a donné lieu dans les années, moi j'ai des disques de la fanfare des Beaux-Arts de Paris, où tu as la fanfare qui joue des tubes de l'époque, ça doit être un disque du début des années 50, donc c'est mon petit quinquin, c'est plutôt un truc festif. Et les pochettes sont belles. Les pochettes sont magnifiques. Et après, il y a eu un truc historique, et le fait que Liranaldo l'ait fait l'année dernière, c'est assez intéressant, parce que la musique qui est arrivée dans les Beaux-Arts en opposition à ce qu'on appelle le son, parce qu'il y a quand même une désobédience qui, normalement, on devrait se battre dans les écoles des Beaux-Arts, parce que même à l'époque, il y a 25 ans, on appelait ça les ateliers son, auxquels je participais, c'était absolument... C'était très drôle parce que tous les mecs sont là entre Stockhausen, machin, Joyce, tout un esprit d'avant-garde qui est foncièrement académique dès le démarrage, alors que Black Mountain c'était le contraire. Et puis tu es là pour faire écouter des trucs, et puis moi je sortais au milieu
de mecs qui mettaient Cage, Morton Feldman, Henri Chopin. Tu fais écouter un morceau de musique hawaïenne qui est produit en Allemagne dans un disque qui n'a pas de pochette et où il y a une espèce d'invention culturelle très bizarre où tout est inversé, et c'est la musique qui ressort. Et ils ne veulent pas entendre parler de musique, parce que si tu entends parler de musique, tu entends parler de sentiments, si tu entends parler de sentiments, tu entends parler de failles, et si tu entends parler de failles, tu entends parler de choses psychiques qui commencent un peu à déborder du territoire même extrêmement damé, de ce qui ferait que il y a certaines castes qui décident et les autres qui appliquent. L'arrivée d'une sorte de pratique de la musique que je dirais presque narrative dans le contexte des Beaux-Arts a été le même que la musique du Moyen-Âge, qui ne devait pas être tonale, parce qu'à partir du moment où c'était tonal, je le dirais avec des guillemets, mais pour être un peu au ras des pâquerettes, tout le monde se mettait à avoir envie de baiser à l'église. Voilà. Et on est encore confronté à des idées comme ça, mais sous couvert de réactions d'experts. Donc c'était une position un peu critique, en fait, d'utiliser la musique. Mais j'utilisais la musique parce que mes idoles de l'époque, enfin mes idoles, les mecs qui m'intéressaient, c'était Rauschenberg, Picabia, des plasticiens, en fait. Et je trouvais que le collégiat avec ces plasticiens, pour être le plus précis possible, c'était de jouer des cha-cha-cha et des rumba. Et donc comme quand j'ai passé mon diplôme, il y avait un type, l'artiste invité du jury était un certain Jean-Marc Bustamante, qui m'avait dit on peut pas vous donner les félicitations. Je dis il n'y a pas de problème, moi ce que je veux c'est juste partir, je veux retourner dans la vie réelle en fait. Et donc on ne vous donne pas de félicitations parce qu'on a quelques doutes sur votre culture générale. Peut-être qu'il y a de quoi, il n'y a pas de souci. Je dis mais c'est vrai que j'aurais pu vous parler de Marcel Duchamp, d'Andy Warhol, de Greenberg, de tout ce qui constitue le terrain même de la délimitation de la grille de lecture de ce qu'est l'Académie des Beaux-Arts, depuis toujours. Je dis, et malheureusement, j'avais parlé des Residents, de Christian Barclay, qui à l'époque n'avait pas montré d'expo en France, de Jet Fair, qui avait eu un album produit par Zorn et Thurston Moore, enfin, qui pour moi étaient des hallebardiers et des mecs qui avaient toute raison d'être aux côtés de Giotto, de Murillo, de Warhol, de Marcel Duchamp ou même de Picasso. Donc voilà, l'idée d'être là. Et la question c'est de se dire maintenant, qu'est-ce qui a remplacé la fanfare des Beaux-Arts? Et c'est vrai que c'est Sonic Youth. Parce que quand les étudiants savent faire de la musique dans les écoles d'art, ils font automatiquement du noise rock collé aux années 90. Quand les mecs savent jouer, ils font de la noise. Donc maintenant c'est de savoir, et puis c'est ce que tu vois, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut essayer de savoir jouer quand on ne sait pas jouer. Donc l'orchestre harmonique, je pense que c'est comme un centre de réinsertion d'expression psychique. Qu'est-ce qu'on pense? Toi, ça fait partie. Moi aussi, je peux poser des questions, ça suffit maintenant. Et Aram, alors il dit quoi, Aram? Who are you? Do you speak English or do you speak French? Un petit peu de français. Ah ben voilà, you can speak English if you want. Non, c'est bon, il faut améliorer mon français. Ah ben alors. Alors si je peux me permettre de faire Aram est à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, de Paris. Et il suit un stage avec moi
depuis 2 mois. Parce qu'il faut faire des stages à un moment donné, je ne sais pas comment ça marchait. Et il m'a demandé de faire son stage d'étudiant avec moi. Donc j'ai accepté, en sachant que c'est un stage un peu bizarre. Et j'ai dit, au cours du stage, comme je suis invité à la Villa Arson, ce serait bien que tu viennes pour voir comment ça se passe. Et puis aussi, ça fait une pierre de coups, parce qu'à la fois, il suit un peu le boulot de ce qu'on fait ensemble, et puis il peut participer à cette histoire, parce que lui vient de Syrie, et il est rentré aux Beaux-Arts, et il est très sur des questions qui touchent justement à l'utilisation à l'exploitation de l'utilisation de la musique dans le contexte d'une école d'art. Si je peux me permettre. Oui, très bien. Voilà. Donc vous pouvez demander quelque chose à Ram. Vous avez longtemps que vous êtes en France, hein? Tu peux le tutoyer. Ça fait 3 ans et demi. Et ça fait 3 ans en Beaux-Arts. Pas mal. Et vous avez choisi de faire votre stage avec quelqu'un qui fait comme cette espèce de poste fanfare, un peu comme ça. Vous vouliez... C'est votre attirance pour Black Mountain ou c'est votre attirance pour... Non, en fait, ça fait 3 ans que je suis aux Beaux-Arts et je voulais toujours faire la musique aux Beaux-Arts. Sauf que c'était toujours un problème dans les écoles d'art ici. Et donc, j'ai essayé de faire des vidéos à côté, mais j'étais aussi dans une école de musique. Parce que pour moi, c'était soit tu fais musique, soit tu fais art. C'était pas la même chose. Du coup, j'ai choisi de faire 2 écoles. Et après j'ai quitté l'école de la musique et je suis resté aux Beaux-Arts pour faire de la musique aux Beaux-Arts, sauf que je me demandais toujours des questions, comment, est-ce que c'est de l'art, est-ce que tout ça. Et puis par hasard, il y avait une conférence de Xavier Boussiron et Sophie Pérez aux Beaux-Arts. Et je suis allé, je me suis dit, bon, je suis soulagé, il y a ça il y a la musique, tu peux faire de la musique aux Beaux-Arts. Donc puis j'ai demandé à faire le stage avec lui. Mais oui, en fait, j'avais un peu peur quand je savais qu'il fallait faire un stage parce que je ne savais vraiment pas avec qui j'ai fait le stage. Et même j'ai commencé à chercher n'importe quoi, de faire dans des studios d'enregistrement, vraiment n'importe quoi. Et puis quand j'ai vu la conférence... Pourquoi il y a une telle scission entre les... Pourquoi il y a une telle scission entre la musique et l'art? Je n'arrive pas bien à comprendre. Mais... Pourquoi elle est si marquée? C'est pas entre la musique et l'art, c'est entre la musique et le système de pédagogie de la création. Mais surtout que moi, ce que je trouve compliqué, moi, ce que je trouve compliqué, c'est quand tu vois, si tu veux faire de la musique, tu as le conservatoire ou la fac, et genre pour faire de la musique comme on l'a fait à l'orchestre ou comme l'a fait Xavier, enfin, du coup, il y aurait que les Beaux-Arts, mais c'est vrai que c'est un... C'est soit tu fais du son, ouais, voilà. soit tu fais... Mais si tu veux faire des films, il ne faut pas faire des courts-métrages ou du cinéma, il faut faire des vidéos. Quand même, des fois, tu peux faire un court-métrage et dire cette vidéo et ça marche. Regarde le nombre de vidéos que tu vois dans les écoles d'art. Et moi, souvent, quand je suis dans des jurys, tout ça, les mecs qui filment, ils ont des caméras, et puis tu leur dis, mais vous connaissez Stanley Kubrick? Et c'est pas pour... Parce que c'est le métier de l'image, donc c'est vrai que c'est le métier de l'image, mais il y a un cantonnement académique, mais qui est périodique comme ça. La dernière grande révolution des Beaux-Arts, c'était en 71, et puis pendant 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu une exploitation de cette réforme, et toutes les formes ont été je dirais pas épuisées, mais en tout cas ont été bien malaxées. Et c'est vrai que tout d'un coup, tu peux, quand tu es aux Beaux-Arts, tu fais de l'art vidéo. Mais l'art vidéo a automatiquement à voir quelque chose avec le cinéma, tout comme la performance a automatiquement à voir avec le spectacle et le théâtre.
Et c'est comme si tout d'un coup, il fallait qu'il y ait une scission immédiate pour rassurer un certain système de pensée qui serait, qui serait la petite station-service de l'avant-garde et de se dire attention, l'art vidéo c'est beaucoup plus raffiné que le cinéma, parce que le cinéma c'est un gros balourd c'est une grosse danseuse qui est en train d'allumer tout le monde, et l'art vidéo ce serait un travail de joaillerie. Mais sincèrement, Stanley Kubrick ou Francis Ford Coppola sont aussi très intéressants dans le travail de l'image. Il n'y a pas que Bill Viola, Goldenbach et puis les Epunites qui sont... et donc c'est ça qui est intéressant. Et la musique a cette... la musique, tout comme on pourrait parler des illustrés ou peut-être de la bande dessinée, ou c'est des secteurs qui n'auraient plus de rapport les uns avec les autres. Donc il ne s'agit pas de dire, comme ça rassure tout le monde, ah mais il y a la culture populaire, n'importe quel artiste dit, ah mais moi je suis fasciné par la culture populaire, mais je ne mange pas de ce pain-là, mais je connais bien la culture populaire, parce que... Et tu dis non, il faut faire une distinction de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut envisager tout ça d'une manière assez décontracte, mais peut-être qu'il y a autant de richesses psychiques, hein, j'entends, pas forcément esthétiques, mais l'esthétisme et le psychisme sont tellement liés l'un à l'autre que si tu prends une chanson de Jodassin, ça te raconte peut-être autant de péripéties intellectuelles que le grand œuvre, le Tannhäuser de Wagner. Sauf que c'est réduit en 2 minutes et que ça passe à la radio. Donc c'est la moitié sont reprises de la country américaine. Ouais, mais la country américaine a des origines allemandes, donc ça fait toujours cette espèce de circulation en boucle comme ça, qui est plus ou moins orbitale, plus ou moins écartée, et on oublie qu'il y a des fenestrons par lesquels on peut rentrer dans des sujets avec des outils qui paraissent peut-être un peu inappropriés. Mais c'est banal de le dire maintenant. Mais tu te retrouves devant un jury des Beaux-Arts où tu n'as que des profs qui sont experts, qui connaissent des choses et qui connaissent très bien la théorie, mais qui se retrouvent face à des objets. Tu vois, l'étudiant il dit bon ben voilà, il fait son truc avec ce qu'il a sous la main, alors un bout de machin, puis il dit bon ben voilà, moi mon boulot c'est ça. Bah, tu peux avoir n'importe quelle théorie et puis être le plus calibré possible sur l'école de Francfort et tout ça. Ouais, mais un dragon qui danse le limbo quand même. Ouais, mais ouais, mais moi c'est 3e année, toi c'est 4e année, tu vois. Et voilà, et donc t'es confronté à ces objets, et puis qu'est-ce qui raconte tous ces objets. Et normalement, si t'es un bon artiste, t'es un bon enseignant. Si t'es un bon enseignant, t'es un bon spectateur. Et le problème, c'est d'être un spectateur. C'est-à-dire que d'avoir la maladie interprétative qui se fout en branle dès que t'as un truc qui te tombe sous l'œil, ou qui te rentre dans l'oreille, ou que tu traverses. Donc tout ça, c'est plutôt c'est une critique ouverte, en fait, de manière de faire. Brice, vous avez des questions, vous? Du coup, ma question de départ, comment on fait pour diriger un orchestre harmonique, pendant que je sais ce que c'est un orchestre harmonique, maintenant je sais qui vous êtes, ça se passe comment? Vous saviez à quoi vous attendre? Pas du tout. Et du coup, est-ce que votre manière de diriger ça évolue aussi? Moi, j'ai jamais dirigé, mais ouais. Je dirais pas. Tu t'associes à des personnes qui sont là. Tu diriges pas, tu vois, t'es pas. Tu as 2-3 idées, tu te dis tiens, on va écouter ça, et puis tu travailles comme tu travailles quand tu es tout seul, en fait. Là, c'est la même technique. Après, ça va se diriger à peu près, parce que mais tu diriges pas, tu es là pour... Moi, j'ai un adage pédagogique qui est toujours le même, c'est démerde-toi tout seul, je suis là pour t'aider. Donc voilà comment ça se dirige. J'ai eu un problème de rangement plutôt, je ne sais pas si tout le monde a compris.
mais il y avait les ateliers son, il y a 25 ans étaient autour de Joyce et Da. Et j'ai loupé le deuxième nom. Cage, Joyce. Et Cage. Voilà. Et alors que Black Mountain était le contraire. Ouais, Black et Mountain. je me demandais juste comme Cage bossait à Black Mountain, comment c'était le contraire. C'était le contraire parce que c'était comme un label indépendant à l'origine. C'est des types qui étaient là, bossaient ensemble et puis qui se sont institutionnalisés. C'est pas grave. C'est pas grave. Et forcément, c'est des modèles. Donc quand c'est des modèles, tu commences à suivre. Donc ce qui est souple, incompréhensible et plutôt angélique au sens noble du terme, ça tend à devenir un programme et de la photo là, et un système à suivre. Et Black Mountain est un sas de création assez génial. Mais sur l'idée de l'association, c'est absolument indéplaçable. Grande chose. Other questions? Other questions? Personne n'a des questions? Non. Ben, moi, juste une autre. Alors, c'est faille psychique et esthétiquement psychisme. Je me suis dit, mais est-ce que la musique, selon vous, elle est plus sensible que l'art genre pictural? C'est ça que je voulais dire. Automatiquement. Comme disait mon copain Frédéric Duprat, il disait la musique c'est une horreur, c'est une putasserie terrible, c'est pire que l'amour de la mer. C'est vrai que ça a une capacité d'imprégnation et d'intrusion qui est absolument incomparable. Donc pire que l'art visuel, quoi. Ah non, mais l'art visuel, non, c'est pas... L'art visuel, c'est de la gnognotte. C'est pire que l'amour de la mer. C'est pas... Après, je dis pas que l'art visuel est moins bien. L'art visuel a d'autres capacités, mais c'est vrai que en termes de, enfin, ça, je réponds qu'en mon nom, mais en termes d'imprégnation quand tu es en tant que spectateur, je pense que tu as d'abord la musique, après la littérature, parce que c'est vrai que la littérature a une capacité aussi et puis après tu as tout le reste. Le cinéma, parce que c'est pas hypnotique, toutes ces choses-là. Ça touche vraiment à la chose. Le cinoche, c'est quelque chose d'image qui bouge, c'est quelque chose de très simple. Tu vois, tu regardes, tu es là, tu vois, tu suis les mouches du regard, et puis au bout d'un moment, tu sais plus où t'es. Tu vois, ça roule. C'est pas un côté hypnotique, ça. Hein? C'est pas un côté hypnotique, tu sais plus où tu es. Oui, mais c'est bon que tu dis le cinéma, ce truc-là. Ouais. Mais la littérature et la musique, c'est plus bizarre. Peut-être dans le sens où c'est un peu abstrait aussi, dans le sens où la musique, du coup, c'est quelque chose qui est d'une abstraction totale, dans le sens où il y a des travails de synesthésie de trucs, mais c'est... Comment dire, c'est comme la littérature à côté, c'est un peu pareil dans le sens où on a une histoire qui nous a racontée, mais en fait on se fait nos propres images aussi. Oui. C'est peut-être ça aussi qui... Castellucci, vous voyez Romeo Castellucci, le metteur en scène italien, avait cette phrase assez bien, il disait de toute façon, la musique on en est automatiquement la victime. C'est-à-dire comme si c'était un piège immanquable. Et c'est vrai. Alors après, certains me diront, ouais, mais quand j'ai vu le Mantegna, j'étais dans un état... C'est vrai que le syndrome de Stendhal peut fonctionner, mais c'est forcément les oreilles, voilà, tu fermes pas les oreilles, donc ça joue d'une manière un peu plus directe avec la douleur, la musique, sûrement. Crois pas? Ouais. Mais l'art visuel et la musique, ça peut se combiner. Vous parlez de cinéma quand on regarde un film et qu'en plus, on parlait de Kubrick, en plus on a de la musique classique ou de la musique. Ah bah oui. Oui, mais regarde, je pensais à ça.
Tu peux pas. J'ai écouté une émission scientifique sur France Q l'autre jour où il y a un mec invité, j'ai oublié son nom, mais la première femme française qui soit partie dans l'espace. Tu parles de l'espace, tu fous Strauss. Tu mets la valse de Strauss parce que Kubrick a eu cette idée géniale de mettre les vaisseaux spatiaux avec les valses de Strauss. Et quand tu vois un vaisseau spatial, tu penses à Strauss. Alors que Strauss, c'est sûr qu'au début tu te dis c'est la valse, mais c'est Vienne, dans tout ce que ça de pire, c'est l'Empire, c'est toute la teutonnerie la plus... tu vois, ça commence là, après tu as les casques à pointe, et puis après tu as le Troisième Reich, tu vois. Donc, sauf que, Strauss, c'est pas ça l'idée à l'origine. Le cinéma, on dit, les musiques de Kubrick, c'est jamais les musiques de Kubrick. Et que ce soit Orange Mécanique, Barry Lyndon, il a fait avant l'heure les plans de Tarantino. Alors que les mecs, ils écoutent Dick Dale, The Deltones, qui est quand même un des plus imminents musiciens irano-américains de surf music. Et les mecs écoutent cette musique et ils se disent c'est la musique de Tarantino. Donc c'est vrai que la musique, ça ne sert à rien, la musique. C'est satire, c'est l'ameublement, c'est le cinéma à l'origine, tu n'avais pas de son et tu n'avais pas de parole. Mais on payait un monsieur pour jouer du piano. Oui, mais généralement, ça, ils l'ont fait à part d'un certain moment. Le cinéma tenait déjà très bien tout seul. Tu as juste un mec qui arrive, tu vois, qui est comme ça au bord d'une table, et puis paf, tu as un carton, et puis il dit c'est à cette heure-ci que tu rentres, et c'est parfait, ça marche. Et c'est pas du théâtre, et dans sa forme la plus primitive, le cinéma avait déjà tout. Et quand le son est arrivé, ça a été déjà une déferlante, ça a été les premières grandes grèves dans le cinéma, dans l'âge d'or du cinéma, quand le son est arrivé, parce que les acteurs qui ne parlaient pas se sont retrouvés au chômage. Donc c'est une avancée technique. Donc, automatiquement, quand tu as une avancée technique, tu as toujours un problème social derrière. Mais le cinéma fonctionne très bien ensemble. Après, c'est vrai que quand tu vois une belle scène avec une musique qui va bien derrière au cinéma, ça marche. Et c'est normal que ça marche. Tu vois, c'est comme les pâtisseries, ça marche à chaque fois. Et donc comment ces systèmes d'artifice, et la musique fait partie des systèmes d'artifice, tout comme la peinture, tout comme la perspective, et surtout la pop musique. C'est-à-dire que donc c'est un truc à étudier dans un endroit comme les Beaux-Arts, qui est quand même des endroits d'expertise assez génial. On est expert on ne sait pas trop quoi, mais on en est vraiment expert. Donc c'est un refuge et un repère très très important des écoles d'art. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui disent non, il ne faut pas faire de musique dans les écoles d'art, t'as envie de leur dire mais attends. Ben c'est un peu les questions que se posait Susanna par rapport à l'édition, quoi. Est-ce que le livre d'artiste, comment envisager le livre d'artiste aussi, non? Genre. Non, il y a la place en plus. Ouais. C'est normal, quoi, de faire des bouquins dans des beaux-arts, je crois, ça c'est à peu près établi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours par défaut et par faiblesse. C'est-à-dire que quand on dit « Ah, c'est intéressant », parce que je ne prendrai pas d'exemple précis, mais cet artiste est hybride, il est multi-machin. Et parce qu'il a fait de la musique, il a fait des éditions, il a fait des trucs, il a fait des peintures. Mais tu te rends compte qu'il se met à faire de la peinture, et puis la peinture, ça ne marche pas trop. Donc, il se rabat sur la musique, qui ne marche pas trop non plus. Mais il arrive à faire quelques éditions d'art qui ne lui rapportent pas suffisamment d'argent. Donc, il fait un peu de graphisme. Et c'est ça qui est pas mal. C'est pas des mecs qui savent tout faire. C'est des mecs qui ne savent pas vraiment bien faire la plupart des choses. Donc, cet tâtonnement fait qu'il y a un peu d'invention partout. Et quand Ed Ruscher s'est mis à faire ses éditions qui sont absolument géniales, il a fait ses éditions parce que les peintures ne se vendaient pas et qu'il avait une maîtresse et puis son gosse qui commençait à grandir. Et puis il s'est dit, tiens, Et ces éditions sont d'une invention absolument redoutable. Redoutable. Il
que lui, mais ça en fait partie. Donc tout ça, c'est toujours à relativiser. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que ça donne des objets, puis que ces objets, ils racontent des trucs. On va savoir si c'est très génial, si ça mérite de rentrer dans le prix Nobel, les machins, les médailles, on s'en fout, tu vois. C'est que les éditions, dans les beaux-arts, c'est super important. C'est super important. L'imprimerie, c'est super important. C'est comme si tu disais, dans Gutenberg, on s'en fout, on ne fait pas d'édition dans les beaux-arts. Sachant que le but de n'importe quel artiste, c'est d'être édité dans Art Forum. Donc, c'est complètement contradictoire. Ah, tout roule, hein, tout est extra. Hein. D'autres questions? Questions, Lynn? Parce que là, déjà, il y a 8 pages. Là. Oui, là, on doit faire... Emma? Ça sort demain. Grosse interrogation. Donc le concert, c'est vrai, jeudi. Faux. Il a menti, il a dit vrai. Concert jeudi à 20h, entrée libre, dans la limite des places disponibles. D'ailleurs, ce que nous dit Xavier, c'est genre, où il y a un côté bricolo, un côté genre on fait avec ce qu'on peut, mais en même temps il ne faut pas qu'on ait l'air des hippies, nous dit Xavier. Là, il ne faut pas non plus que... Très important. Bah non, parce que vous êtes des Français, quand même. Les Français, c'est pas des hippies. Ah, ce sera une autre question très compliquée, mais les hippies... Les Français ne sont pas des hippies, hein, comme... Ils ont des petits pulls un peu nickel et tout, hein, les Français. Moi, elle est juste. Bon, merci. Au taf. On prend une photo, peut-être? Merci beaucoup. Ah, putain, Tom. Putain, Tom, on peut tout vous raconter. Putain, Tom, pas question. Allez, pas non, c'est pas de question. Non, il faut écrire l'article, c'est bon, on va tout lui raconter. On prend une photo des trois ou pas, pour avoir un visuel? Bah, quand même. Tu peux prendre avec, est-ce que tu as reçu aussi la session de Xavier? Je dégage tout de suite. Un peu le stagiaire de Xavier. D'accord. On va faire un débrief. Non, mais moi, je on va parle faire un débrief. Alors jeudi, concert à 20h et samedi, concert au dojo. Deuxième édition. Ça va la photo? Elle est faite sur fond gris ou sur le valeur dessinée? Oui. Ça, c'est la forme des crânes. Merci à elle.